Le millionnaire l'humilia cruellement devant tout le monde. Enceinte, sale et humiliée, elle baissa la tête. Pour l'instant. Mais lors de la nuit de noces, un secret choquant éclate. Et ce qui était du mépris devient le scandale le plus explosif de l'année. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Continuons. La brume épaisse enveloppait le manoir des de Montclair comme un manteau silencieux lorsque Élodie arriva, portant non seulement une petite valise, mais aussi 6 mois de grossesse qu'elle tentait en vain de dissimuler sous un manteau ample. Le taxi la déposa devant les grilles en fer massif et elle contempla hésitante l'imposante bâtisse qui se dressait au sommet de la colline. Les murs de pierre marqués par le temps semblaient en garder des histoires qui chuchotaient à travers les fenêtres embuées. Alors qu'elle gravissait les marches de pierre vers l'entrée principale, Élodie sentait le poids des regards qui la suivaient à travers les fenêtres. Son cœur battait à un rythme incertain, mêlant anxiété et détermination. L'opportunité de travail comme nourrice était arrivée de manière inattendue, par une annonce dans le journal qui semblait avoir été écrite spécialement pour elle. Recherche nourrice en urgence, expérience avec enfants spéciaux, logement inclus. La lourde porte s'ouvrit avant même qu'elle n'ait sonné. Une femme âgée, vêtue d'un uniforme impeccable de gouvernante, l'accueillit avec un regard qu'Élodie ne parvint pas à déchiffrer. Il y avait quelque chose de familier dans ses yeux marrons, quelque chose qui lui retourna l'estomac. « Mademoiselle Élodie Martin ?» La voix de la gouvernante était douce, presque maternelle. « Je suis Mathilde, la gouvernante. Monsieur Augustin de Montclair vous attend dans son bureau. » Élodie suivit Mathilde à travers des couloirs décorés de portraits anciens, chaque pas résonnant sur le parquet noble. L'odeur de cire et de vieux livres imprégnait l'air, se mêlant à quelque chose de plus profond, une essence qu'elle ne parvenait pas à identifier, mais qui semblait l'appeler. Le bureau était une pièce imposante, avec des étagères du sol au plafond, remplies de volumes reliés en cuir. Derrière un bureau en acajou massif se tenait Augustin de Montclair, un homme d'âge mûr, aux cheveux gris parfaitement coiffés et aux yeux froids comme une matinée d'hiver. « Alors, vous êtes la candidate ?» Ce n'était pas une question. Ses yeux parcoururent la silhouette d'Élodie avec un mépris à peine dissimulé, s'attardant sur son ventre. « On ne m'a pas informé de votre état. »« Ma grossesse n'interférera pas avec mes fonctions, monsieur, » répondit Élodie, gardant la voix ferme malgré le tremblement qui menaçait de la trahir. « Ça reste à voir. » Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. « Sophie, ma nièce, est une enfant, particulière. Elle ne parle pas, elle ne communique que par des dessins. J'ai besoin de quelqu'un qui sache gérer cela sans créer de problèmes supplémentaires. » Élodie ressentit une pointe inexplicable en entendant le nom de l'enfant. « J'ai de l'expérience avec les enfants spéciaux, monsieur, et je crois que l'art peut être un moyen puissant de communication. » Augustine se retourna brusquement, ses yeux se plissant. « Je n'ai pas besoin de théorie sur l'art et la communication. J'ai besoin de discipline et d'ordre. Sophie a une imagination troublante. Ses dessins doivent être contrôlés, pas encouragés. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, la porte du bureau s'ouvrit silencieusement. Une fillette d'environ 8 ans entra, ses grands yeux sombres fixés sur Élodie. Dans ses mains, un carnet de dessins était serré contre sa poitrine comme un bouclier. « Sophie !» La voix d'Augustin trancha l'air. « Je t'ai dit de ne pas entrer sans frapper. » La fillette ne bougea pas, ses yeux toujours rivés sur Élodie. Puis, lentement, elle tendit le carnet de dessins vers elle. Sur la page ouverte, il y avait un dessin au crayon. Une femme enceinte devant un vieux manoir, et à côté d'elle, une silhouette ombragée qui semblait l'observer depuis une fenêtre. Élodie sentit l'air lui manquer. Le dessin la représentait arrivant au manoir ce même matin. Mais il y avait autre chose dans cette image, quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Dans le ciel dessiné par Sophie, une étoile solitaire brillait exactement à l'endroit où, sous son chemisier, Élodie portait une marque de naissance, en forme d'étoile. La chambre attribuée à Élodie se trouvait au 3e étage du manoir, une zone qui semblait avoir été oubliée par le temps. Les murs, recouverts d'un papier peint vert mousse fanée, étaient tachés d'humidité, formant des motifs mystérieux. Le vieux lit grinçait à chaque mouvement, et une coiffeuse au miroir taché
complétait ce décor qui serait son nouveau foyer. Cette première nuit, tout en déballant ses modestes affaires, Élodie ne pouvait chasser de son esprit le dessin de Sophie. Comment la fillette avait-elle pu la représenter avec une telle précision avant même son arrivée? Et cette étoile dans le ciel? La coïncidence était trop troublante pour être ignorée. Un bruit léger de pas dans le couloir attira son attention. À travers l'entrebâillement sous la porte, elle aperçut une ombre s'arrêter brièvement avant de continuer. Poussée par une curiosité inexplicable, Élodie ouvrit la porte sans un bruit et vit Sophie se diriger vers le fond du couloir, son carnet de dessin fermement serré entre ses mains. Suivant discrètement la fillette, Élodie la vit entrer dans une pièce qui semblait être une ancienne salle de musique. Des instruments recouverts de drap blanc créaient des silhouettes fantomatiques sous la lumière de la lune, filtrant par les hautes fenêtres. Sophie s'assit sur un banc poussiéreux et se mit à dessiner frénétiquement. Élodie s'approcha avec précaution pour ne pas l'effrayer. Sur le papier, des traits rapides et précis formant l'image d'un homme. Il était assis dans un endroit sombre, entouré d'épaisses ombres, et ses yeux semblaient implorer de l'aide. Dans le coin supérieur du dessin, Sophie traçait à plusieurs reprises une marque en forme d'étoile. « C'est un très beau dessin, Sophie », murmura Élodie, faisant lever les yeux à la fillette. Il n'y avait aucune peur dans son regard, seulement une intensité qui semblait vouloir communiquer quelque chose d'urgent. Sophie tourna la page et commença un nouveau dessin. Cette fois, c'était la gouvernante Mathilde, plus jeune, tenant un bébé dans ses bras. Sur le cou du bébé, clairement visible, se trouvait la même marque en forme d'étoile qu'Élodie portait sur sa propre clavicule. Un bruit soudain dans le couloir les fit sursauter toutes les deux. Sophie referma rapidement son carnet et partit en courant, laissant Élodie seule avec ses pensées tourbillonnantes. Avant même de pouvoir assimiler ce qu'elle venait de voir, la silhouette austère de Mathilde apparut à la porte. « Mademoiselle Élodie, il n'est pas convenable de errer dans la maison la nuit, » dit la gouvernante, mais son ton n'était pas réprobateur. Il y avait autre chose dans sa voix, une note de préoccupation sincère qui contrastait avec sa posture rigide. « Désolé, je voulais juste... » Élodie hésita, touchant instinctivement la marque sur sa clavicule. Pendant un bref instant, les yeux de Mathilde suivirent son geste et une ombre d'émotion traversa son visage. « Certains endroits de cette maison gardent des secrets mieux laissés dans l'ombre, ma jeune fille, » murmura Mathilde. « Toutes les pièces ne doivent pas être explorées, toutes les portes ne doivent pas être ouvertes. Pas encore. » Ces paroles, chargées de sens cachés, firent frémir Élodie. Tout en suivant Mathilde jusqu'à sa chambre, elle ne put s'empêcher de remarquer la façon dont la gouvernante marchait, comme si elle connaissait chaque planche du parquet susceptible de craquer, chaque ombre pouvant trahir sa présence. C'était la démarche de quelqu'un qui avait passé des années à garder des secrets. De retour dans sa chambre, Élodie s'assit au bord du lit, sa main posée inconsciemment sur son ventre. Le bébé bougea, comme pour répondre à ses pensées, agité. Les dessins de Sophie, la marque en forme d'étoile, le comportement énigmatique de Mathilde. Il y avait là des connexions, invisibles mais palpables, comme les fils d'une toile complexe qu'elle commençait à peine à entrevoir. L'aube apporta une routine rigoureuse au manoir des de Montclair. Élodie découvrit que ses jours commenceraient invariablement à 6 heures du matin, lorsque Mathilde frappait à sa porte par 3 coups précis. Le petit déjeuner était servi ponctuellement à 7 heures, dans une salle à manger immense, où le silence n'était brisé que par le cliquetis des couverts en argent sur la porcelaine fine. Sophie s'asseyait à table comme une petite statue, ses yeux toujours attentifs, ses mains dessinant parfois des motifs invisibles sur la nappe de lin blanc. Augustin, lorsqu'il était présent, restait plongé dans son journal, dégageant une aura de désapprobation qui pesait sur tous comme un nuage épais. Ce matin-là, en supervisant les leçons de Sophie, Élodie remarqua quelque chose de différent dans le comportement de la fillette. Au lieu de ses dessins expressifs habituels, elle griffonnait sans cesse le même symbole, une vieille clé ornée de détails singuliers. À côté de la clé, toujours la même étoile qui semblait poursuivre Élodie dans chaque recoin du manoir. « Quelle est cette clé, Sophie ?» demanda doucement Élodie, mais la fillette se contenta de pointer une direction précise, la bibliothèque. La bibliothèque était une pièce interdite, selon les règles strictes d'Augustin.
livres anciens et documents importants, avait-il déclaré d'un ton définitif le premier jour. Ce n'est pas un endroit pour une nounou ni pour un enfant. Pourtant, cet après-midi-là, tandis que Sophie faisait sa sieste quotidienne, Élodie trouva Mathilde immobile devant la porte de la A, bibliothèque, comme si elle l'attendait. La gouvernante tenait un trousseau de vieilles clés et l'une d'elles, Élodie le remarqua avec un sursaut, était identique à celle que Sophie avait dessinée. Il est des moments où le destin nous pousse sur des chemins que nous tentons d'éviter, murmura Mathilde, sa voix chargée de sous-entendus. Peut-être est-il temps que tu découvres certaines vérités, ma petite. La bibliothèque se révéla être un univers à part au sein du manoir. Des étagères, montant jusqu'au plafond, abritaient des milliers de volumes, certains si anciens que leur dos ne conservait plus guère leur titre. L'odeur du papier vieilli et du cuir se mêlait à celle du bois ancien, créant une atmosphère presque sacrée. Mathilde guida Élodie vers une section spécifique où une collection de vieux journaux intimes reposait sur une étagère basse. Avec des mains tremblantes, la gouvernante en sortit un volume particulier, relié en cuir rouge fané. « Ce journal a appartenu à Claire de Montclair », expliqua Mathilde, sa voix n'étant plus qu'un souffle. Elle était différente, trop sensible au goût de la famille. Elle a commencé à poser des questions dérangeantes sur certaines traditions, sur la marque de l'étoile que certains héritiers portaient. Élodie sentit son cœur s'emballer. Claire de Montclair. Ce nom résonna dans son esprit comme une cloche lointaine, éveillant des souvenirs dont elle ignorait l'existence. « Lys », ordonna Mathilde, ouvrant le journal à une page précise. « Mais sois prudente. Le savoir est un pouvoir, et dans cette maison, le pouvoir a toujours eu un prix élevé. » Les pages jaunies révélaient une écriture élégante, bien que tremblante par endroits. Élodie commença à lire, et chaque mot semblait une pièce d'un puzzle qu'elle ne savait pas être en train d'assembler. « Aujourd'hui, j'ai découvert la vérité sur la marque de l'étoile. Ce n'est pas un simple caprice de la nature, comme on nous l'a toujours fait croire. C'est un signe, une marque des véritables héritiers. Ceux qui la portent ont un don spécial. Ils peuvent voir au-delà des apparences, ressentir ce que les autres ne ressentent pas. Mais ce don a été utilisé contre nous. Certains membres de la famille craignent ce pouvoir, craignent ce qu'il représente. Et maintenant, enceinte et marquée par le même signe. Je crains pour l'avenir de mon bébé. » Élodie interrompit sa lecture, sa main touchant instinctivement la marque sur sa clavicule. À ses côtés, Mathilde restait silencieuse, mais ses yeux brillaient de larmes retenues. Le reste de cet après-midi se déroula dans un état d'engourdissement pour Élodie. Les mots du journal de Claire de Montclair résonnaient dans son esprit, se mêlant aux images des dessins de Sophie et aux regards énigmatiques de Mathilde. Il y avait une connexion là, une vérité plus grande qui commençait à se dessiner, dans l'ombre du manoir. Pendant le dîner, Élodie observa Augustin avec un regard nouveau. Le patriarche de la famille coupait sa viande avec une précision chirurgicale, chaque mouvement calculé et contrôlé. Parfois, son regard errait autour de la table, s'arrêtant une fraction de seconde sur des détails précis. La place vide, à sa droite un portrait au mur, le carnet de dessin que Sophie gardait toujours près d'elle. « Sophie, range ce carnet pendant les repas », ordonna-t-il sèchement. La jeune fille serra le carnet contre sa poitrine, ses yeux suppliants croisant ceux d'Élodie. Peut-être se sent-elle plus en sécurité avec lui, hasarda Élodie, surprise par sa propre audace. La fourchette d'Augustin s'immobilisa à mi-chemin de sa bouche. « La sécurité, dit-il, le mot dégoulinant de sarcasme, ne vient pas de gribouillis enfantin. Elle vient de l'ordre, de la discipline, du respect des traditions familiales. » À cet instant, un lointain coup de tonnerre fit trembler les vitres du manoir. Sophie sursauta, renversant son verre d'eau. Le liquide s'étala sur la nappe blanche, formant une tache qui, curieusement, ressemblait à la silhouette d'une étoile. « Maladroite comme sa mère », murmura Augustin. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, de la peur, qui attira l'attention d'Élodie. Plus tard, alors qu'elle aidait Sophie à se préparer pour la nuit, Élodie remarqua quelque chose de nouveau dans le carnet de dessin de la jeune fille. C'était un portrait détaillé d'un jeune homme. Ses traits doux, très différents de ceux d'Augustin. L'homme souriait, et sur son cou, clairement visible, se trouvait la marque de l'étoile. « Est-ce ton père » demanda Élodie avec douceur. Sophie hocha la tête,
tournant la page pour révéler un autre dessin. Le même homme, mais cette fois dans un endroit sombre, entouré d'ombres qui semblaient l'étouffer. Un bruit dans le couloir fit sursauter Élodie. Mathilde se tenait immobile à la porte, son visage masqué d'inquiétude. « Mademoiselle Élodie, » dit la gouvernante, sa voix légèrement tremblante, « je dois vous montrer quelque chose, une chose qui pourrait tout expliquer. » Après s'être assurée que Sophie dormait, Élodie suivit Mathilde jusqu'à une petite chambre au bout du couloir. C'était une pièce simple, presque austère, mais les murs étaient couverts de dizaines de vieilles photographies. Mathilde alluma une lampe et sous la lumière, jaunâtre, les images prirent vie. « Voici, dit-elle en désignant une photo en particulier, Claire de Montclair avec son nouveau-né. Regardez la marque sur son cou. » Élodie s'approcha, son cœur battant la chamade. Sur la photo jaunie par le temps, une jeune femme tenait un bébé. Sur le cou de l'enfant, aussi clair que le jour, se trouvait la marque d'une étoile. « Et celle-ci, poursuivit Mathilde, sa voix maintenant à peine un murmure, a été prise 18 ans plus tard. La seconde photo montrait le même bébé, désormais un jeune homme, identique à celui des dessins de Sophie. À ses côtés, une femme enceinte souriait à l'objectif. Élodie sentit ses jambes flageoler. La femme était son portrait craché. « Votre mère, confirma Mathilde, les larmes coulant librement sur son visage ridé. Et voici Michel de Montclair, le véritable héritier de cette maison, celui qu'Augustin a fait passer pour un déserteur, celui que Sophie tente désespérément de nous montrer à travers ses dessins. » Le sommeil fuit Élodie cette nuit-là. Les révélations de Mathilde avaient ouvert une porte qui ne pourrait plus se refermer. Ses mains caressaient distraitement son ventre tandis que son esprit tentait de saisir l'ampleur de ce qu'elle venait de découvrir. Elle était la fille de Michel de Montclair, le véritable héritier du manoir, et Sophie, la fillette silencieuse qui communiquait par des dessins, était sa nièce. Un grincement du plancher la tira de ses pensées. Par l'entrebâillement de la porte, elle aperçut une ombre se déplaçant dans le couloir. C'était Sophie errant à nouveau dans le manoir durant la nuit. Cette fois, cependant, la petite fille portait autre chose que son inséparable carnet de dessins. Une petite lanterne projetant une lumière tremblotante devant elle. Élodie la suivit, ses pas prudents sur le vieux parquet. Sophie descendit l'escalier principal, traversa le hall d'entrée et s'arrêta devant une porte qu'Élodie n'avait jamais remarquée auparavant, à moitié dissimulée par une lourde tapisserie. La fillette regarda par-dessus son épaule, comme si elle savait qu'elle était suivie, et fit un geste pour appeler Élodie. La porte révéla un escalier étroit en colimaçon. L'air était chargé d'une odeur de moisi et d'antiquité. Sophie descendit les marches avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait bien le chemin, sa lanterne éclairant d'étranges marques sur les murs, des symboles anciens, parmi lesquels Élodie reconnut la même étoile qu'elle portait sur sa clavicule. Au bas des escaliers, elles découvrirent une salle circulaire, ses murs couverts d'étagères poussiéreuses. Sophie se dirigea vers un coin précis et commença à retirer des livres d'une étagère, révélant une petite ouverture dans le mur. De l'intérieur, elle sortit un objet enveloppé dans du velours noir. Avec des doigts tremblants, la fillette défit l'emballage, révélant une boîte à musique ancienne. Lorsqu'elle l'ouvrit, une mélodie douce et mélancolique remplit la pièce. Élodie reconnut la musique. C'était une berceuse qu'elle avait toujours connue, sans savoir comment ni pourquoi. « Elle appartenait à ta mère. » Une voix surgit de l'ombre, faisant sursauter les deux femmes. Mathilde émergea d'un coin sombre, ses yeux brillants de larmes retenues. Claire la jouait pour Michel tous les soirs. Ensuite, Michel la jouait pour ta mère lorsqu'elle était enceinte de toi, Élodie. Sophie attrapa son carnet et se mit à dessiner frénétiquement. Le dessin montrait la salle circulaire, mais avec une différence cruciale. L'une des étagères était légèrement déplacée, révélant un passage secret. Sophie a découvert cela il y a des mois, expliqua Mathilde, en se dirigeant vers l'étagère indiquée. Elle a le don, comme tous ceux qui portent la marque. Elle peut voir ce que les autres ne voient pas, sentir ce que les autres ne sentent pas. D'un effort commun, ils réussirent à déplacer l'étagère. Derrière elle, un passage étroit s'étirait dans l'obscurité. L'air qui en provenait portait une odeur familière, la même qu'Élodie avait sentie lors de son premier jour dans le manoir. « Ton père est vivant, Élodie », murmura Mathilde, sa voix tremblante.
Augustin le retient prisonnier quelque part dans ce manoir. Sophie le voit dans ses rêves, et c'est ce qu'elle essaie de nous montrer à travers ses dessins. Mais nous avons besoin de preuves tangibles avant d'agir. Augustin a des alliés puissants, et un faux pas pourrait tout faire échouer. Élodie sentit son bébé bouger, comme s'il réagissait à la tension du moment. Sophie s'approcha, et pour la première fois depuis l'arrivée d'Élodie au manoir, la petite fille toucha son ventre. Ses yeux se remplirent de larmes, et dans un geste surprenant, elle ouvrit la bouche comme pour parler. À cet instant, des pas lourds résonnèrent à l'étage supérieur. Sophie rangea rapidement ses dessins, tandis que Mathilde remettait l'étagère en place avec une agilité surprenante pour son âge. « Demain !» chuchota Mathilde, tandis qu'elle montait précipitamment les escaliers. « Demain, nous commencerons à rassembler les preuves. Il y a d'autres journaux cachés, des documents que Claire a laissés, des gens qui connaissent la vérité, mais ont peur de parler. Et surtout s'il y a toi, Élodie. Tu es la preuve vivante que Michel n'a pas abandonné la famille, comme Augustin l'a fait croire à tous. » Le lendemain matin apporta un changement subtil dans l'atmosphère du manoir. Élodie remarquait désormais des détails qui lui avaient échappé auparavant. La façon dont Augustin évitait certaines parties de la maison, le système élaboré de serrures sur des portes en apparence sans importance, les regards anxieux, que les rares domestiques échangeaient lorsqu'ils pensaient n'être pas observés. Pendant le petit déjeuner, une enveloppe Kraft arriva pour Augustin. Élodie nota comment ses mains tremblèrent légèrement en l'ouvrant, comment son visage pâlit à la lecture de son contenu. Sophie, qui dessinait comme à son habitude, s'arrêta net et commença un nouveau dessin. Une femme élégante descendant d'une voiture, une serviette sous le bras. 2 heures plus tard, le dessin de Sophie prit vie. Une femme vêtue d'une élégance impeccable arriva au manoir, se présentant comme Béatrice Lambert, avocate et ancienne connaissance de la famille. La manière dont Augustin l'a accueillie, un mélange de courtoisie forcée et d'appréhension mal dissimulée, n'a pas échappé à Élodie. « Nous devons revoir quelques anciens documents », annonça Augustin, la voix tendue. Mathilde conduisait le docteur Lambert à la bibliothèque et veillait à ce que nous ne soyons pas dérangés. Élodie profita de la distraction pour explorer le 2e étage du manoir, une zone qu'elle avait jusqu'ici évitée sur ordre exprès d'Augustin. Sophie la suivit en silence, son carnet de dessin toujours à portée de main. Dans un couloir latéral, elles trouvèrent une porte entr'ouverte donnant accès à un petit bureau poussiéreux. La pièce semblait avoir été abandonnée à la hâte. Des papiers épars couvraient un vieux secrétaire, et sur les murs, des photographies encadrées racontaient une histoire qui serra le cœur d'Élodie. Sur l'une d'elles, Michel de Montclair souriait aux côtés d'une jeune femme, la mère d'Élodie, devant le manoir. Sur une autre, plus récente, Sophie, encore bébé, était tenue par son père, la marque en forme d'étoile clairement visible sur son cou. Un bruit à la porte fit se retourner brusquement Élodie. C'était Mathilde, son visage masqué par l'inquiétude. « Le docteur Lambert », murmura-t-elle en refermant la porte derrière elle, « n'est pas là par hasard. Elle était une proche amie de votre mère, Élodie, et elle a des preuves, des documents qui pourraient démontrer que le testament présenté par Augustin est faux. » Sophie se mit à dessiner frénétiquement. Sur le papier apparut l'image du docteur Lambert, conversant avec Augustin dans sa bibliothèque, mais il y avait autre chose. Une caméra dissimulée dans une étagère en train d'enregistrer la scène. « Des caméras ?» demanda Élodie, surprise. « Votre mère n'était pas naïve, » expliqua Mathilde. Elle soupçonnait que quelque chose arriverait. Elle a installé des caméras à des endroits stratégiques du manoir avant de partir. Ladre Lambert a les enregistrements. Un cri étouffé venant de la bibliothèque interrompit la conversation. Les 3 femmes s'y précipitèrent, trouvant Augustin debout, son visage rouge de fureur, tandis que Ladre Lambert conservait un calme impressionnant, un dossier ouvert sur la table entre eux. « C'est une mascarade », vociféra Augustin. « Ces documents sont des faux. Ils sont authentiques, monsieur de Montclair, » répondit l'avocate avec sérénité, y compris l'acte de naissance d'Élodie, signé par Michel, et les enregistrements prouvant votre implication dans la falsification du testament. À cet instant, Augustin remarqua la présence d'Élodie à la porte. Ses yeux se plissèrent, et pour la première fois, Élodie vit de la peur sur ce visage toujours si maîtrisé. « Toi, murmura-t-il, tu es comme elle, comme tous ceux, avec leurs marques et leurs dons.
Vous croyez pouvoir voir au-delà, juger ce qui est meilleur pour la famille. Mais moi, j'ai protégé cette maison, j'ai protégé notre réputation. » Sophie, qui s'était cachée derrière Élodie, s'avança soudain. Son regard croisa celui d'Augustin, et, à la stupéfaction générale, sa voix, rouillée par le manque d'usage, brisa des années de silence. « Papa » chuchota-t-elle, ce premier mot, en des années, portant le poids de toutes les vérités que ses dessins avaient tenté de révéler. L'impact du mot, prononcé par Sophie, résonnait encore dans la bibliothèque quand Augustin chancela en arrière, s'appuyant contre son bureau. Le masque d'autorité qu'il avait toujours affiché commençait à se fissurer, révélant un homme hanté par ses propres choix. « Vous ne comprenez pas, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour les autres. Personne ne comprend. Michel était trop faible pour diriger la famille, ses dons, cette maudite sensibilité. Il voulait transformer le manoir en un centre culturel, ouvrir les portes à des étrangers, des générations de traditions jetées à la poubelle. La dreux Béatrice Lambert garda son attitude professionnelle, bien que ses yeux trahissent une profonde indignation. « Monsieur de Montclair, j'ai ici des enregistrements de vos conversations avec Monsieur Frédéric Laurent, l'avocat qui vous a aidé à falsifier le testament. Des conversations dans lesquelles vous admettez explicitement avoir contrefait la signature de votre frère. » Élodie sentit une vague d'étourdissement et dut s'appuyer sur Mathilde. La gouvernante la soutint fermement, ses yeux ne quittant jamais Augustin. Sophie s'approcha d'Élodie, lui serrant la main avec une force surprenante. « Il y a plus », poursuivit l'avocate, sortant d'autres documents de sa mallette. Des relevés bancaires montrant des transferts suspects, des témoignages d'employés, payés pour se taire, et elle marqua une pause dramatique. L'acte de naissance original d'Élodie, signé par Michel de Montclair et son épouse, avec l'empreinte de l'étoile clairement documentée. Augustin rit, un son dur et sans joie. « Vous croyez que quelques papiers peuvent changer quoi que ce soit? J'ai construit un réseau de protection pendant 15 ans. Juges, politiciens, hommes d'affaires, tous ont beaucoup à perdre si la vérité éclate. » C'est alors que Sophie lâcha la main d'Élodie et s'avança vers son oncle. Sans hésitation, elle tendit son carnet de dessin. Sur la page ouverte, un nouveau croquis montrait une scène qui fit pâlir Augustin. Une réunion secrète dans son bureau, avec des figures importantes de la société, toutes clairement identifiables, discutant ce qui semblait être un système de pots de vin. « Les caméras, » murmura Mathilde. « Elles ont tout enregistré, monsieur. » Augustin. Chaque réunion, chaque accord obscur, chaque menace. Ladre Lambert acquiesça, et des copies de tous les enregistrements sont déjà en lieu. Sûr, toute tentative d'entraver la justice ne ferait qu'aggraver votre situation. Élodie sentit son bébé bouger intensément, comme s'il réagissait à la tension du moment. Instinctivement, sa main toucha la marque en forme d'étoile sur sa clavicule. C'est alors qu'un souvenir soudain la frappa, une berceuse. La voix douce de sa mère lui expliquant la marque « C'est un don, mon amour. Un don qui nous permet de voir la vérité à travers les mensonges, de ressentir la douleur des autres comme si c'était la nôtre. » Sophie reprit son carnet et se mit à dessiner avec une urgence renouvelée. Le dessin qui apparut fit retenir son souffle à Élodie. C'était le sous-sol du manoir, avec des détails précis sur son emplacement. Et là, dans une cellule improvisée, se trouvait Michel de Montclair. « Il est vivant », déclara Sophie, sa voix encore rauque mais plus forte maintenant. « Papa est vivant. Je le vois toutes les nuits dans mes rêves. Il me chante la même chanson que lorsque j'étais bébé. » Augustin s'affala sur sa chaise, vaincu. « Vous ne comprenez pas. Je ne pouvais pas le laisser détruire tout ce que notre famille a bâti. Le confinement était nécessaire pour protéger notre héritage. » Ladre Lambert se leva, sa voix tranchante comme l'acier. « De Montclair, ce que vous avez fait ne revient pas à protéger un héritage. C'est un enlèvement, une fraude, une extorsion et une liste d'autres crimes qui prendraient des décennies à être jugés. Mais maintenant, à cet instant, vous avez un choix. Vous pouvez nous conduire volontairement à Michel, ou je peux passer un appel qui mettra ce manoir sous enquête fédérale en quelques minutes. » Le groupe suivit Augustin à travers les couloirs du manoir, descendant des escaliers qu'Élodie n'avait jamais remarqués auparavant, dissimulés derrière de faux panneaux et des tapisseries anciennes. L'air devenait plus épais à chaque marche,
chargé du poids de 15 années de secret. Sophie marchait en tête, guidant le chemin comme si elle le connaissait par cœur, bien qu'elle n'y fût jamais physiquement venue. Ses dessins avaient cartographié chaque couloir, chaque porte, chaque détail de la prison de son père. C'était comme si son art était une extension de ses sens, dépassant les barrières physiques qui la séparèrent de lui. Mathilde avançait aux côtés d'Élodie, lui offrant un soutien silencieux. La gouvernante semblait avoir vieilli, de 10 ans en quelques heures, le poids de tant d'années à garder des secrets lui tombant enfin dessus. Pourtant, une force renouvelée animait ses pas, comme si chaque mètre parcouru vers la vérité la rajeunissait un peu. La Dreux-Lambert gardait son téléphone en main, prête à passer l'appel qui transformerait la situation en scandale public si Augustin tentait une manœuvre. Son professionnalisme poli avait cédé la place à une détermination inflexible, et ses yeux ne quittaient pas le patriarche une seule seconde. Enfin, ils arrivèrent devant une lourde porte métallique, d'apparence ancienne, mais dotée d'une serrure moderne. Augustin hésita, ses mains tremblant tandis qu'il cherchait la clé dans sa poche. « Ne prolongez pas ceci davantage », l'avocate avertit. « Chaque seconde d'hésitation sera prise en compte dans votre sentence. » Lorsque la porte s'ouvrit enfin, l'air qui s'en échappa était lourd d'années de confinement. Sophie entra la première, ses pas légers mais résolus. Au fond de la pièce, éclairée seulement par une faible lampe, un homme était assis sur une chaise simple, un livre ouvert sur ses genoux. Michel de Montclair leva les yeux et pendant un instant, le temps sembla se figer. 15 ans de captivité n'avaient pas réussi à effacer la noblesse de ses traits, ni la douceur de son regard. La marque de l'étoile sur sa clavicule, identique à celle d'Élodie et de Sophie, semblait briller dans la pénombre. « Papa !» murmura de nouveau Sophie en courant vers ses bras. Michel la serra contre lui, des larmes silencieuses coulant sur son visage marqué par le temps. Leurs yeux rencontrèrent ceux d'Élodie, et un sourire de reconnaissance illumina son visage. « Ma fille !» dit-il d'une voix rauque par manque d'usage. « Tu es le portrait de ta mère. » Élodie sentit ses genoux fléchir. Mathilde la soutint une fois de plus, la guidant vers le père qu'elle n'avait jamais connu. L'étreinte qui suivit fut maladroite, gênée par son ventre arrondi, mais chargée de 15 ans d'absence et d'amour contenu. « Je savais que tu viendrais », murmura Michel avec douceur. « Chaque nuit, je rêvais de ce moment. Je te voyais. Grandir, je voyais la marque de l'étoile. Je savais qu'un jour notre don nous réunirait. » Augustin observait la scène depuis la porte, son visage un masque d'émotions contradictoires. « Je croyais vraiment bien faire, » murmura-t-il. « La famille, les traditions, les vraies traditions de notre famille, » l'interrompit Michel d'une voix étonnamment ferme, « ont toujours été la protection et l'accueil, pas le pouvoir et le contrôle. Notre marque n'est ni une malédiction ni un fardeau, frère. C'est un rappel de notre responsabilité envers ceux qui ont besoin d'aide. » Sophie prit son carnet de dessin et en montra la dernière page à son père. Le dessin représentait le manoir transformé. Fenêtres ouvertes, jardin fleuri, enfants jouant, musique résonnant dans les couloirs. C'était la vision que Michel avait pour ce lieu, celle qu'Augustin avait tant redoutée. Les premières heures après la libération de Michel furent un tourbillon d'émotions et de mesures pratiques. Une équipe médicale, discrètement appelée par le docteur Lambert, procéda à des examens détaillés, tandis qu'il se reposait dans l'une des chambres principales du manoir. Sophie ne quittait pas son père, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse à nouveau si elle détournait le regard. Élodie observait la scène depuis la porte de la chambre, sa main posée sur son ventre de plus en plus proéminent. Mathilde s'approcha en silence, apportant une tasse de tisane à la camomille. « Ton grand-père disait souvent que lait de Montclair marqué par l'étoile avait un don spécial pour guérir non seulement les corps, mais aussi les âmes. » commenta la gouvernante, sa voix douce empreinte de souvenir. Voyez comme la présence de Sophie fait déjà une différence dans la guérison de Michel. C'était vrai. Malgré des années de confinement, Michel montrait une force surprenante. Ses yeux, autrefois ternis par une obscurité prolongée, commençaient à retrouver leur éclat, surtout lorsque Sophie lui montrait ses dessins ou quand Élodie s'approchait pour discuter. « Il faut parler de l'avenir », annonça le docteur Lambert, en entrant dans la chambre avec une liasse de documents. « Il y a beaucoup à régler légalement, mais nous devons d'abord nous assurer que tout le monde soit protégé. »
Augustin, qui avait été maintenu sous surveillance dans son bureau, demanda à rencontrer son frère. Après quelques discussions, on lui permit d'entrer dans la chambre, sous étroite surveillance de l'avocate. La rencontre entre les frères fut chargée de tensions et d'émotions contenues. Augustin, dépouillé de son arrogance passée, semblait avoir vieilli de plusieurs décennies en quelques heures. « Michel, commença-t-il d'une voix tremblante, je n'attends pas de pardon. Ce que j'ai fait est inexcusable. Mais il faut que tu saches pourquoi, il faut que tu comprennes. » Michel leva la main, l'interrompant doucement. « Je comprends, Augustin. J'ai toujours compris. La peur du changement, le poids des traditions, le sentiment d'être toujours dans l'ombre de ton frère aîné. Notre don nous permet de ressentir non seulement la douleur des autres, mais aussi leurs peurs les plus profondes. » Sophie, qui dessinait sur son bloc, releva soudainement la tête. Ses yeux croisèrent ceux de son oncle, et pour la deuxième fois ce jour-là, sa voix brisa le silence. « Vous avez aussi la marque, dit-elle, surprenant tout le monde. » Augustin pâlit, sa main touchant instinctivement un point précis dans son dos. Michel se pencha en avant, les yeux écarquillés par la révélation. « C'est pour ça que tu as tant lutté contre ça, » murmura Michel. « Toi aussi, tu ressentais tout, mais tu refusais de l'accepter. Tu as choisi le contrôle plutôt que la compréhension. C'est insupportable, » admit Augustin, des larmes brisant enfin sa façade. Tout ressentir, tout le temps. Les attentes, les déceptions, le jugement constant. Je croyais que si je gardais tout, sous un contrôle rigoureux, si je suivais les règles à la lettre... Élodie s'approcha de son oncle, guidée par une impulsion qu'elle ne pouvait expliquer. Elle prit sa main et la posa sur son ventre, juste au moment où le bébé bougeait. « C'est un don, oncle Augustin, » murmura-t-elle doucement. « Pas une malédiction. Cela nous permet de ressentir la douleur des autres, oui, mais aussi leur joie, leur espoir. Cela nous rend plus humains, pas plus faibles. » Sophie se leva et montra son dernier dessin. Il représentait le manoir, mais d'une manière que personne n'avait jamais vue. Les ombres et les lumières se mêlaient en un motif complexe, et chaque personne présente dans la pièce était représentée avec sa propre marque d'étoile, y compris Augustin, toute brillante en harmonie. La transformation du manoir de Montclair commença progressivement, comme le réveil après un long hiver. Les fenêtres, fermées depuis si longtemps, furent ouvertes pour laisser entrer la lumière et l'air frais. Les couloirs autrefois silencieux se mirent à résonner de voix et de pas, alors que des gens venaient découvrir le nouveau projet qui prenait vie. Michel, encore en convalescence, mais fortifié par la présence de sa famille, commença à mettre en œuvre sa vision originelle pour le domaine. La bibliothèque, autrefois verrouillée et interdite, devint le cœur battant du manoir. Mathilde, avec sa mémoire extraordinaire des années de service, aida à organiser les volumes historiques et les documents importants. Chaque livre ici raconte une histoire au-delà de ses pages, expliquait-elle aux visiteurs curieux. Ce sont des générations de savoir, de sensibilité, de compréhension du monde à travers les yeux uniques des de Montclair. Sophie s'épanouit de manière extraordinaire. Sa voix, autrefois réduite au silence par le traumatisme, revenait peu à peu, bien qu'elle préférât encore s'exprimer par ses dessins. Ses œuvres, désormais exposées dans une galerie improvisée dans l'ancienne salle de bal, attiraient des admirateurs et des chercheurs fascinés par sa capacité à capturer non seulement des images, mais aussi des émotions et des souvenirs. Élodie, entrant dans son 8e mois de grossesse, supervisait la transformation de l'ancien bureau d'Augustin en une salle de musique et d'art-thérapie. Son don, désormais pleinement assumé, l'aidait à comprendre exactement ce dont chaque pièce du manoir avait besoin pour devenir accueillante et apaisante. Augustin, à la surprise générale, ne chercha pas à fuir ses responsabilités. Après des consultations avec le docteur Lambert et de longues discussions avec Michel, il décida d'utiliser ses compétences administratives et ses contacts pour créer une fondation qui assurerait l'avenir du projet. « C'est une forme de rédemption », expliqua-t-il lors d'une réunion familiale. « Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux aider à bâtir un avenir meilleur. » Un après-midi, alors qu'Élodie rangeait des partitions dans la salle de musique, elle ressentit les premières contractions. Sophie, qui dessinait comme à son habitude à proximité, remarqua immédiatement le changement. Ses yeux s'écarquillèrent et elle courut chercher de l'aide. L'accouchement eut lieu là, dans le manoir, assisté par une sage-femme expérimentée que Mathilde connaissait.
Michel tint la main de sa fille tandis qu'elle donnait naissance à une nouvelle vie. À la surprise de tous, ce n'était pas un seul bébé, mais deux. Des jumeaux, un garçon et une fille. « Regardez !» chuchota Sophie en pointant les nouveau-nés. Tous deux portaient la marque de l'étoile, bien qu'à des endroits différents. Le garçon sur la clavicule, comme Élodie et Michel, la fille dans le dos, comme Augustin. « Ils portent notre histoire entière », remarqua Michel, ému. Le visible et le caché, la lumière et l'ombre, tout en équilibre. Mathilde, qui observait la scène les larmes aux yeux, prit un des anciens journaux de la famille et lut à voix haute un passage qui semblait particulièrement significatif à ce moment. Le don de l'étoile n'est pas seulement de voir au-delà des apparences, mais de comprendre que chaque ombre a sa raison, d'être chaque douleur sa leçon, chaque silence sa mélodie. Nous sommes les gardiens non seulement d'un manoir ou d'une tradition, mais d'une sagesse ancienne, celle que la vraie guérison vient de l'équilibre entre ce que nous montrons et ce que nous cachons, entre ce que nous disons et ce que nous taisons. Sophie prit son carnet de dessin et commença une nouvelle œuvre. Cette fois, son trait était différent, plus léger, plus empreint d'espoir. Sur le papier, le manoir des de Montclair apparaissait transformé, ses fenêtres brillant d'une lumière chaleureuse, ses jardins en fleurs, et au-dessus de tout cela, une constellation d'étoiles formant un motif semblable à la marque que tous portaient. Les jumeaux, prénommés Claire et Michel en hommage à leurs grands-parents, apportèrent une énergie renouvelée au manoir des de Montclair. Âgés de seulement quelques mois, ils montrèrent déjà des signes extraordinaires de sensibilité. Claire, avec sa marque dans le dos comme son oncle Augustin, avait un don particulier pour apaiser ceux qui l'entouraient. Michel, quant à lui, semblait capter des mélodies dans l'air lui-même, ses petits doigts bougeant comme s'il jouait d'un piano invisible. La nouvelle routine du manoir s'était établie naturellement, comme si la maison pouvait enfin respirer après des années d'oppression. Les matinées commençaient par de la musique. Sophie avait découvert un talent surprenant pour le violon, et ses mélodies résonnaient dans les couloirs, tandis que les premiers rayons de soleil traversaient les fenêtres désormais toujours ouvertes. Mathilde, qui avait initialement pensé à prendre sa retraite après les révélations, trouva un nouveau but en tant que gardienne des souvenirs de la famille. Son expérience de décennies dans le manoir en faisait une narratrice incomparable des histoires des de Montclair, et elle commença à organiser des visites guidées pour les groupes intéressés par l'histoire et le projet social qui y naissait. Chaque pièce de cette maison, expliquait-elle aux visiteurs, a une histoire de transformation. Là où il y avait autrefois des secrets et de la douleur, l'espoir et la guérison fleurissent désormais. Élodie, s'adaptant à la maternité avec une grâce naturelle, coordonnait le programme d'art-thérapie qui devenait rapidement une référence dans la région. Sa sensibilité aiguisée, amplifiée par la marque de l'étoile, lui permettait d'identifier exactement le type d'expression artistique dont chaque personne avait besoin pour son processus de guérison. Un après-midi particulièrement significatif, alors que les jumeaux dormaient sous la surveillance attentive de Mathilde, Élodie trouva Augustin dans la bibliothèque. Il était absorbé par l'un des anciens journaux de la famille, ses yeux rouges trahissant des larmes récentes. « J'ai trouvé des traces d'autres comme nous », dit-il sans lever les yeux. « Des générations de Montclair marquées par l'étoile, chacun gérant ce don à sa manière. Certains, comme moi, ont tenté de le supprimer, d'autres l'ont embrassé et ont accompli de grandes choses. » Élodie s'assit à côté de son oncle, remarquant comment ses mains tremblaient légèrement, en tournant les pages jaunies. « Il n'est jamais trop tard pour choisir un nouveau chemin, » dit-elle doucement. « Ta mère m'a dit quelque chose de semblable une fois, » répondit Augustin, un sourire triste jouant sur ses lèvres. « La dernière fois que je l'ai vue, avant que tout ne tourne mal, elle avait cette façon de voir à travers les gens, de comprendre leurs douleurs les plus profondes. » Sophie, qui était entrée silencieusement dans la bibliothèque, s'approcha avec son carnet de dessin. Elle montra à Augustin un nouveau travail. C'était un portrait de lui, plus jeune, jouant avec Michel dans le jardin du manoir. Sur Saint Vicente, le dessin, tous deux souriaient et leur marque de l'étoile brillait avec la même intensité. « Tu as toujours fait partie de cette histoire, » dit-elle, sa voix de plus en plus assurée. « Tu avais juste besoin de t'en souvenir. » Michel, qui marchait désormais avec l'aide d'une canne sculptée que Sophie avait décorée d'étoiles, les rejoignit. «
Je me souviens de ce jour, commenta-t-il en regardant le dessin. C'est quand nous avons découvert que nous pouvions ressentir les émotions l'un de l'autre. Tu as eu si peur que tu t'es caché dans le grenier pendant des heures. Et tu m'as trouvé, compléta Augustin, le souvenir lui revenant clair comme le jour. Tu ne m'as pas jugé, tu ne m'as pas forcé à sortir. Tu t'es juste assis avec moi dans le noir jusqu'à ce que je sois prêt. Un pleur de bébé résonna dans le manoir, et bientôt Mathilde apparut avec les jumeaux. Claire se calma dès qu'elle vit Augustin tendant ses petits bras vers lui. Le grand-oncle la prit avec précaution, et tous dans la bibliothèque purent ressentir la vague de sérénité qui émanait de la petite. Alors que l'automne teignait les jardins, du manoir de tons dorés et rougeoyants, le projet social des de Montclair commençait à prendre une forme plus définie. La Dreux-Lambert, devenue non seulement consultante juridique mais aussi une amie proche de la famille, aida à structurer la Fondation Étoile de l'Aube, officiellement enregistrée comme une institution de soutien aux enfants et jeunes aux sensibilités particulières. Les premiers groupes commencèrent à arriver. Des enfants qui ne correspondaient pas aux standards éducatifs traditionnels, des jeunes qui ressentaient trop, des artistes ayant besoin d'espace pour développer leurs dons. Le manoir, autrefois, symbole d'isolement et de secret, se transformait en un phare d'espoir et d'accueil. Élodie découvrit que sa grossesse avait amplifié définitivement sa sensibilité. Désormais, elle percevait les besoins émotionnels des personnes avec une clarté quasi cristalline. Cette capacité s'avéra inestimable dans le développement des programmes thérapeutiques de la Fondation. Chaque personne qui arrive ici, expliqua-t-elle lors d'une réunion avec des éducateurs intéressés par le projet, porte sa propre musique intérieure. Notre rôle n'est pas d'imposer une mélodie, mais de les aider à trouver leur propre harmonie. Sophie, qui partageait désormais son temps entre ses études classiques et des cours d'art avancés, commença à développer une technique unique de thérapie par le dessin. Ses œuvres n'étaient pas seulement des illustrations, mais des portails vers la compréhension émotionnelle. Des enfants incapables d'exprimer leurs sentiments par les mots trouvaient dans les traits de Sophie un miroir de leurs propres émotions. Un matin particulièrement marquant, alors que les jumeaux fêtaient leur première année, une découverte émouvante fut faite dans le grenier du manoir. Mathilde, en rangeant de vieilles boîtes de documents, trouva un ensemble de journaux écrits par l'arrière-grand-mère des jumeaux, la première de Montclair, enregistrée avec la marque de l'étoile. « C'est extraordinaire », commenta Michel en feuilletant les pages avec révérence. Elle parlait déjà d'utiliser l'art comme moyen de guérison. Sur la façon dont la sensibilité accrue n'était pas une faiblesse, mais un don qui permettait de construire des ponts entre les gens. Les jumeaux assis sur le tapis de la bibliothèque semblaient répondre à l'énergie des anciens journaux. Claire, d'habitude si calme, battait des mains avec enthousiasme, tandis que le petit Michel fredonnait une mélodie que personne ne connaissait, mais qui sonnait étrangement familière. Augustin, qui avait pris la responsabilité de documenter l'histoire de la famille pour les générations futures, prenait des notes méticuleuses. Notre arrière-grand-mère croyait que chaque génération de marqués avait un rôle spécifique à jouer, expliqua-t-il en ajustant ses lunettes de lecture. Certains étaient guérisseurs, d'autres enseignants, artistes ou gardiens du savoir. Fouek, et quel serait le rôle de cette génération ? Demanda Élodie, observant ses enfants jouer avec les ombres que le soleil de l'après-midi projetait à travers les fenêtres. Sophie, qui dessinait comme à son habitude, leva son carnet. Le nouveau dessin représentait le manoir des de Montclair, mais sous un angle jamais vu auparavant. Vu d'en haut, l'ensemble des bâtiments et des jardins formait le motif d'une étoile, et de chaque pointe émanaient différentes formes de lumière. Musique, art, mots, guérison, compréhension. « Nous sommes un pont, dit-elle simplement, entre le passé et le futur, entre la douleur et la guérison, entre le silence et l'expression. » Mathilde, qui observait la scène avec ses yeux pleins de sagesse, ajouta « Et c'est peut-être pour cela que les jumeaux sont nés maintenant. » Deux faces d'une même étoile, représentant l'équilibre que notre famille a enfin trouvé. Le premier anniversaire des jumeaux se transforma en une célébration qui dépassait largement le cadre familial. Le manoir ouvrit ses portes à tous les enfants et familles touchés par le projet de la Fondation Étoile de l'Aube au cours de cette première année. Le jardin, désormais luxuriant et plein de vie, était décoré de lanternes colorées que Sophie avait peintes à la main,
chacune racontant une histoire différente à travers ses dessins. Claire et Michel, les petits héritiers de la marque de l'étoile, semblaient s'épanouir en présence de tant de monde. Claire, avec son don naturel pour apaiser les autres, attirait particulièrement les enfants les plus timides et anxieux. Quant au petit Michel, il montrait une connexion extraordinaire avec la musique. Dès que quelqu'un jouait d'un instrument, ses yeux brillaient et son corps bougeait, en parfaite harmonie avec la mélodie. Pendant la fête, un moment spécial captiva l'attention de tous. Une des enfants suivies par la fondation, une petite fille qui ne parlait plus depuis des mois à cause d'un traumatisme, s'approcha du vieux piano qui avait été apporté dans le jardin. Claire, comme si elle ressentait la douleur de la fillette, rampa jusqu'à elle et lui prit la main. Au même instant, le petit Michel se mit à fredonner une mélodie inconnue. Sophie, qui observait la scène, se mit à dessiner frénétiquement. Sur son carnet, l'image qui apparut ne montrait pas seulement le moment présent, mais aussi une sorte d'aura qui enveloppait les trois enfants. Un motif d'étoiles entrelacées qui semblait danser autour d'eux. « C'est extraordinaire », murmura Mathilde, qui s'était approchée pour observer le dessin. L'ancienne prophétie familiale évoquait un temps où les étoiles s'aligneraient d'une nouvelle manière, apportant la guérison à travers les générations. Élodie, qui allaitait Michel tout en regardant Claire interagir avec la fillette, traumatisée, sentit une vague de compréhension parcourir son corps. « Ce n'est pas seulement nous, n'est-ce pas? C'est la famille de Montclair. Il s'agit de la façon dont notre don peut se connecter à la douleur des autres et la transformer en quelque chose de nouveau. » Michel Père, qui avait fait des progrès remarquables dans sa récupération, bien qu'il utilisât encore sa canne sculptée, s'approcha du groupe. « Je me souviens d'une chose que ma mère disait souvent. La marque de l'étoile ne nous a pas été donnée pour nous distinguer des autres, mais pour nous rappeler notre responsabilité envers tous. » La fillette silencieuse, toujours tenant la main de Claire, toucha une note au piano. Le son résonna dans le jardin, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le petit Michel, dans les bras d'Élodie, répondit par une note parfaitement complémentaire, sa voix enfantine atteignant une pureté musicale impressionnante. Augustin, qui était resté discrètement à l'écart pendant la majeure partie de la fête, s'approcha lentement. Sa présence, autrefois associée à l'autorité et à la crainte, dégageait désormais une sérénité différente. Pendant des années, j'ai tenté d'étouffer notre don parce que je craignais son pouvoir. Maintenant, je comprends que le vrai pouvoir réside dans le partage. Sophie se leva et, pour la première fois, partagea son don d'une manière nouvelle. Prenant un pinceau et des peintures à proximité, elle commença à peindre directement, dans l'air, ou du moins c'est ce qu'il semblait à première vue. En réalité, elle utilisait une technique spéciale qu'elle avait développée, créant des images sur de fines couches d'eau vaporisée qui captaient la lumière du crépuscule. L'image qui apparut était éthérée et magique. Elle montrait le manoir non comme un lieu physique, mais comme un champ d'énergie où différents dons s'entrelaçaient, musique, art, guérison, compréhension, tous émanant d'une source commune, l'amour et l'acceptation qui imprégnaient désormais chaque coin de cet espace. Le succès de la fête d'anniversaire des jumeaux eut un écho bien au-delà des murs du manoir. Bientôt, la Fondation Étoile de l'Aurore commença à recevoir des sollicitations d'institutions de tout le pays, intéressées par sa méthode unique de guérison par les arts et la sensibilité. Élodie, désormais pleinement adaptée à son rôle de directrice des programmes thérapeutiques, développa une méthodologie combinant les différents dons de la famille. Les séances de thérapie commençaient avec Claire, qui apaisait naturellement les gens par sa présence. Puis le petit Michel apportait sa musicalité innée, créant des atmosphères sonores facilitant l'expression émotionnelle. Sophie, qui venait de fêter ses 15 ans, joua un rôle clé comme facilitatrice artistique. Ses dessins n'étaient plus seulement des archives de visions et de sentiments, ils étaient devenus de puissants outils thérapeutiques. Elle développa une technique qu'elle appela « miroir des étoiles », où elle créait des portraits révélant non seulement l'apparence physique des gens, mais aussi leur lumière intérieure. Chaque personne porte en elle sa propre constellation, expliquait-elle aux nouveaux thérapeutes venant apprendre à la Fondation. Notre travail est de les aider à reconnaître et à allumer leurs propres étoiles. Mathilde, bien que moins agile physiquement, restait le cœur battant du manoir.
Sa mémoire extraordinaire et sa capacité à relier les histoires anciennes au présent en faisaient une mentor inestimable. Elle commença à enregistrer ses souvenirs, créant ainsi un précieux patrimoine qui mêlait l'histoire des de Montclair aux transformations dont elle avait été témoin. « Je me souviens du jour où Élodie est arrivée », partagea-t-elle lors d'une de ses séances d'enregistrement. Enceinte, effrayée, mais portant en elle une force qu'elle ne connaissait même pas, comme une graine, qui n'avait besoin que de la bonne terre pour s'épanouir. Michel, le père suffisamment rétabli pour reprendre la présidence de la Fondation, se concentrait sur l'élargissement du projet. Avec l'aide du docteur Lambert, il établit des partenariats avec des universités et des centres de recherche intéressés par l'étude des effets de l'art et de la musique sur le processus de guérison émotionnelle. Un après-midi, alors qu'il supervisait une séance de musicothérapie, Michel observa quelque chose d'extraordinaire. Claire, qui jouait avec des cubes colorés dans un coin de la salle, commença à les organiser selon un motif qui reflétait exactement la structure musicale jouée. Au même moment, son frère Michel, sans aucune instruction formelle, s'assit au piano et improvisa une mélodie qui complétait parfaitement la séance. Les jumeaux, expliqua Élodie aux chercheurs documentant le phénomène, semblent avoir développé une forme unique de synesthésie. Claire voit des structures physiques dans la musique, tandis que Michel traduit les émotions directement en mélodie. Augustin, qui avait trouvé la paix dans son nouveau rôle d'historien familial, prenait des notes méticuleuses sur le développement des dons des jumeaux. « C'est fascinant », commenta-t-il lors d'une réunion familiale. Chaque génération des de Montclair marquée par l'étoile manifeste le don d'une manière unique, tout en conservant l'essence, la capacité de transformer la douleur en beauté. Le manoir, autrefois symbole d'oppression et de secret, vibrait, désormais de vie et de possibilités. Les anciennes salles de musique, restaurées et équipées d'instruments modernes, résonnaient de mélodies guérisseuses. Les ateliers d'art installés dans les anciennes chambres vides débordèrent de couleurs et de créativité. Et la bibliothèque, jadis verrouillée et interdite, était devenue un centre de recherche et de documentation sur les liens entre art, sensibilité et guérison. L'hiver arriva au manoir des de Montclair, recouvrant les jardins d'une fine couche de givre qui transformait tout en cristal. À l'intérieur de la maison, cependant, la chaleur de la transformation continuait à fleurir. La Fondation Étoile de l'Aube se préparait à sa plus grande expansion. L'inauguration d'une école spéciale combinant éducation traditionnelle et développement artistique et émotionnel. Élodie, en revoyant les plans finaux dans l'ancien bureau qui servait désormais de centre administratif, ressentit une émotion particulière en observant les jumeaux jouer sur le tapis près de son bureau. Claire avait inventé un jeu où elle organisait des objets selon des motifs qui, disait-elle, faisaient du bien aux gens. Le petit Michel, quant à lui, montrait déjà une compréhension musicale étonnante pour son âge, créant des mélodies qui semblaient répondre directement aux émotions de ceux qui l'entouraient. On dirait qu'il voit à travers les « gens », commenta Sophie, qui venait d'entrer dans la pièce avec son dernier projet. Une fresque qui couvrirait l'un des murs principaux de la nouvelle école. Le dessin représentait un arbre dont les branches se transformaient en portées musicales et dont les feuilles étaient des visages, chacun racontant une histoire différente de transformation. Mathilde, qui supervisait l'organisation du nouvel espace éducatif, avait découvert quelque chose d'intéressant dans les anciens journaux de la famille. Il y a des traces d'autres paires de jumeaux dans la lignée des de Montclair, se expliqua-t-elle lors d'une réunion familiale. Chaque fois que des jumeaux marqués par l'étoile naissaient, de grands changements survenaient dans la famille et dans sa mission. Michel père, qui marchait désormais sans canne, se consacrait à l'étude de ces liens historiques. Ce n'est pas une simple coïncidence, réfléchit-il en examinant les vieux documents. Chaque paire de jumeaux semble avoir apporté une nouvelle dimension au don, comme si la marque de l'étoile se déployait en de nouvelles possibilités. La découverte la plus surprenante vint d'Augustin. En classant les archives historiques de la famille, il trouva un ensemble de partitions anciennes, composées par une paire de jumeaux de Montclair au XIXe siècle. Ces musiques, une fois jouées, produisaient des effets extraordinaires sur les gens, apaisant les douleurs, stimulant les souvenirs positifs, facilitant l'expression d'émotions difficiles. C'est plus que de la musique.
expliqua le petit Michel, surprenant tout le monde par sa compréhension intuitive en entendant les partitions pour la première fois. C'est comme si les notes étaient des clés qui ouvrent des portes à l'intérieur des gens. Claire, assise à côté de son frère, se mit à bouger ses mains dans l'air comme si elle pouvait voir les ondes sonores. « Les couleurs de la musique, murmura-t-elle doucement, sont les mêmes que celles que les gens ont en eux. » Sophie se mit aussitôt à dessiner la scène, les enfants connectés à la musique ancienne, les motifs d'énergie que Claire décrivait, les transformations sur les visages de ceux qui écoutaient. Son dessin capturait non seulement l'instant présent, mais semblait aussi pressentir des développements futurs, comme si l'art, la musique et la guérison s'entrelaçaient en un nouveau langage. Le docteur Lambert, qui suivait le développement du projet éducatif, apporta une perspective intéressante. Ce que vous créez ici va bien au-delà d'une école ou d'un centre thérapeutique. C'est un nouveau paradigme de développement humain, où la sensibilité et l'expression artistique ne sont pas simplement des talents supplémentaires, mais des outils fondamentaux pour l'évolution personnelle. Les préparatifs pour l'inauguration de l'école mobilisèrent toute la famille de Montclair de manière inattendue. Chaque membre trouva une façon unique de contribuer, guidé par ses dons spécifiques. Élodie, avec sa sensibilité aiguisée, coordonna la formation des enseignants, leur apprenant à reconnaître et à travailler avec les différentes formes d'expression émotionnelle des enfants. Sophie, désormais une jeune artiste reconnue, développa un programme innovant, intégrant les arts visuels et le développement émotionnel. Ces cours pilotes ont attiré l'attention d'éducateurs de tout le pays, fascinés par sa manière d'utiliser le dessin pour aider les enfants à exprimer leurs expériences et émotions. Chaque trait sur le papier est une parole non dite, expliquait-elle lors d'un atelier pour les nouveaux enseignants. Notre rôle n'est pas d'interpréter, mais de créer un espace sûr où ces mots peuvent enfin trouver leur voix. Les jumeaux, bien que si jeunes, sont devenus une partie intégrante du processus. Claire, avec son don naturel pour harmoniser les espaces, aidait à concevoir l'aménagement des salles de classe. Intuitivement, elle suggérait des changements d'organisation qui, invariablement, rendaient les lieux plus accueillants et propices à l'apprentissage. Le petit Michel, quant à lui, a collaboré avec les musicothérapeutes pour créer une bibliothèque musicale, une collection de mélodies adaptées aux différents moments de la journée scolaire et aux besoins émotionnels des enfants. C'était impressionnant de voir un enfant si jeune comprendre et articuler les liens entre son, émotion et apprentissage. Mathilde, dans ses recherches continues dans les archives familiales, a fait une découverte qui a éclairé le projet sous un nouveau jour. Les anciennes partitions que nous avons trouvées, expliqua-t-elle lors d'une réunion familiale, font partie d'un système de guérison plus vaste. Les jumeaux du XIXe siècle ne composaient pas seulement de la musique. Ils ont créé un langage complet de guérison par l'art. Augustin, devenu expert en histoire familiale, compléta cette découverte. Chaque génération des de Montclair, marquée par l'étoile, a ajouté une couche à ce savoir. Musique, art, mouvement, parole, différentes expressions d'un même don fondamental. Comprendre et transformer la douleur humaine. Michel Père, observant ces développements avec une fierté évidente, reconnut des schémas récurrents. C'est comme si chaque génération était appelée à développer ce don d'une manière spécifique, répondant aux besoins de son époque. Aujourd'hui, avec l'école, nous créons un espace où toutes ces connaissances peuvent se rencontrer et évoluer. Un après-midi, alors que les préparatifs finaux pour l'inauguration étaient en cours, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Claire, jouant dans le jardin avec des enfants participant au projet pilote, commença à disposer des pierres colorées, en un motif circulaire. Au même moment, Michel, assis au piano dans la salle de musique aux fenêtres ouvertes, se mit à jouer une mélodie qui semblait dialoguer avec le motif créé par sa sœur. Sophie, témoin de la scène, se mit à dessiner frénétiquement. Sur son carnet apparut une image capturant non seulement l'instant présent, mais une sorte de carte du futur, le manoir des de Montclair au centre, d'où émanaient des ondes de lumière connectées à d'autres points à l'horizon, d'autres, lieu où le même type de travail commencerait à fleurir. « C'est comme une constellation », murmura Élodie en observant le dessin.
Chaque point lumineux est un nouveau centre de guérison et de transformation. Le docteur Lambert, venu pour une dernière réunion avant l'inauguration, sourit en voyant le dessin. « Vous avez construit quelque chose d'unique ici, dit-elle. Un modèle qui allie éducation, art et guérison d'une manière jamais vue auparavant. Et le plus important, ils ont créé un espace où la sensibilité n'est pas perçue comme une faiblesse, mais comme la force transformatrice qu'elle est véritablement. » Le jour de l'inauguration de l'école s'éveilla sous une lumière particulière, comme si le ciel lui-même reconnaissait l'importance de ce moment. Le manoir des de Montclair, autrefois symbole d'isolement et de secret, s'ouvrait désormais entièrement au monde. Des dizaines de familles, d'éducateurs et de représentants d'institutions venus de toute la France arrivèrent pour assister à la naissance de quelque chose d'unique. Élodie, debout en haut de l'escalier principal, observait les préparatifs finaux avec les yeux brillants. Son ventre, qui avait porté les jumeaux lors de leur première arrivée tendue au manoir, portait maintenant une nouvelle vie, une surprise découverte quelques semaines plus tôt, comme si l'univers voulait ajouter un chapitre supplémentaire à l'histoire des de Montclair. Sophie finalisait les derniers détails de son œuvre la plus ambitieuse, une fresque couvrant tout le mur principal du hall d'entrée de l'école. L'image représentait un arbre généalogique différent, pas seulement celui de la famille de Montclair, mais de toutes les personnes touchées par leurs dons à travers les générations. Chaque branche racontait une histoire de transformation. Chaque feuille brillait avec la promesse d'un nouveau départ. « C'est plus qu'une école », expliqua-t-elle aux visiteurs émerveillés par la fresque. « C'est un lieu où chacun peut découvrir sa propre lumière intérieure. » Les jumeaux, vêtus de tenues spécialement choisies pour l'occasion, surprirent tout le monde avec une performance improvisée. Claire, avec sa sensibilité unique pour les espaces, guida les invités à travers les salles de l'école, s'arrêtant à des endroits précis où son frère Michel, suivant une intuition musicale extraordinaire, jouait des mélodies qui semblaient émaner des murs eux-mêmes. « Les musiques sont toujours là », expliqua le petit Michel avec la profonde simplicité des enfants. « On a juste besoin d'apprendre à écouter. » Mathilde, élégante dans sa nouvelle robe, un cadeau de la famille, conduisait de petits groupes à travers la partie historique du manoir, transformé en un musée vivant. Chaque objet ici, expliquait-elle, raconte une histoire de douleur transformée en beauté, de silence devenu musique. Michel Père, debout aux côtés d'Augustin dans l'ancien bureau, désormais un espace de conseil familial, contemplait de vieilles photos de famille. « C'est étrange de penser, murmura-t-il doucement, combien la peur peut nous faire perdre tant de temps. Mais peut-être avions-nous besoin de traverser tout cela pour arriver ici. » Augustin, qui avait trouvé la paix dans son rôle de gardien de l'histoire familiale, hocha la tête. « Chaque génération porte ses propres ombres et lumières. Notre erreur a été de vouloir contrôler le don, au lieu de le laisser nous guider. » La de Lambert, devenue une partie intégrante de la famille, présentait l'aspect juridique et structurel du projet à un groupe d'investisseurs sociaux. « Le modèle que nous avons développé ici, expliqua-t-elle, allie éducation traditionnelle et développement émotionnel et artistique d'une manière totalement innovante. Chaque enfant est perçu non seulement comme un élève, mais comme un être complet, avec ses propres couleurs et mélodies intérieures. » Lors de la cérémonie officielle d'inauguration, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Claire, qui jouait près du piano, commença à disposer des cristaux colorés en un motif circulaire sur le sol. Au même moment, Michel s'assit à l'instrument et se mit à jouer une mélodie que personne ne lui avait apprise. Une musique qui semblait traduire en son le motif que sa sœur créait. Sophie, captant l'instant dans son carnet de dessin, percevait quelque chose au-delà du visible. Dans son esquisse, les ondes sonores émises par le piano s'entrelaçaient avec les motifs de lumière créés par les cristaux, formant une toile d'énergie qui enveloppait tous les présents. C'était une représentation visuelle de ce que tous pouvaient ressentir, un moment de profonde connexion et transformation. Les mois qui suivirent l'inauguration de l'école apportèrent une série de découvertes et confirmations qui validaient tout ce que la famille de Montclair avait pressenti quant à leur don spécial. Les enfants qui fréquentèrent l'école ne progressaient pas seulement dans leurs études traditionnelles, mais s'épanouissaient de manières uniques et surprenantes. Une fillette qui n'avait pas parlé depuis des années suite à un trauma
retrouva sa voix à travers la peinture, ses toiles exprimant des émotions que les mots ne pouvaient saisir. Un garçon ayant des difficultés d'apprentissage découvrit qu'il pouvait comprendre des concepts mathématiques complexes lorsqu'ils étaient traduits en motifs musicaux. Chaque histoire de transformation était soigneusement documentée, créant un précieux recueil de connaissances sur les différentes façons d'apprendre et de guérir. Élodie, maintenant dans son 5e mois de grossesse, développa une sensibilité encore plus aiguë. Elle percevait les besoins émotionnels des enfants avant même qu'ils ne se manifestent, permettant des interventions préventives qui rendèrent le processus d'apprentissage plus fluide et naturel. C'est comme si chaque enfant avait sa propre fréquence, expliquait-elle lors d'une séance d'orientation pour les nouveaux enseignants. Notre travail n'est pas de changer cette fréquence, mais d'ajuster l'environnement pour qu'elle puisse résonner à sa meilleure vibration. Les jumeaux continuaient de surprendre tout le monde par leur développement unique. Claire avait commencé à créer des cartes émotionnelles, des espaces, indiquant par des dessins et des arrangements d'objets comment chaque environnement pouvait être optimisé pour différents types d'activités et d'états émotionnels. Michel, quant à lui, développa un répertoire musical répondant spécifiquement à différents besoins thérapeutiques. Sophie, travaillant en étroite collaboration avec des chercheurs de plusieurs universités, commença à systématiser sa méthodologie d'art-thérapie. Ces dessins n'étaient pas seulement des archives ou des expressions artistiques. C'étaient des outils thérapeutiques puissants aidant les gens à reconnaître et traiter leurs propres émotions. Chaque trait a un but, expliquait-elle lors d'un atelier international organisé dans le manoir. Nous ne créons pas seulement des images, nous bâtissons des ponts entre le visible et l'invisible, entre ce qui peut être dit et ce qui doit être ressenti. Mathilde, outre ses responsabilités de gardienne de l'histoire familiale, commença à former une nouvelle génération de soignants, des personnes sensibles qui pourraient poursuivre l'œuvre en son absence. Le don de l'étoile, enseignait-elle, ne se limite pas à notre famille. Il éveille et nourrit des dons similaires chez d'autres. Michel, le père, et Augustin, travaillant ensemble à la gestion de la fondation, découvrirent que leurs perspectives différentes se complétaient parfaitement. La vision sensible de Michel s'équilibrait avec le sens pratique d'Augustin, créant une gestion à la fois efficace et profondément humaine. Un après-midi, alors que la famille se réunissait pour un moment de détente dans le jardin, Claire s'arrêta soudainement de jouer et regarda le ventre d'Élodie. Avec la simplicité caractéristique des enfants, elle annonça « C'est une fille. Elle sera comme tante Sophie. Elle verra des choses que les autres ne voient pas. » Michel, assis au piano à queue qui avait été installé dans le jardin, d'hiver commença à jouer une nouvelle mélodie, douce, éthérée comme une berceuse pour l'enfant à naître. Sophie, capturant l'instant dans son carnet de dessin, créa une image qui montrait non seulement le présent, mais aussi un aperçu du futur, le nouveau-né, encore dans le ventre, déjà entouré d'une aura de couleurs et de formes qui suggérait un nouvel épanouissement du don familial. La première année d'école touchait à sa fin quand Élodie entra en travail. C'était une nuit particulière, le ciel était exceptionnellement étoilé, et une douce mélodie résonnait dans le manoir, jouée spontanément par le petit Michel sur le piano de la salle de musique. Claire, assise à côté de son frère, arrangeait des cristaux en motifs qui semblaient danser avec les notes. Sophie, qui ne quittait pas le côté de sa sœur, dessinait sans cesse. Ses dessins capturaient non seulement le moment présent, mais semblaient prédire les instants à venir. Sur ces pages, le nouveau-né apparaissait enveloppé d'une aura de couleurs jamais vues auparavant dans ses œuvres. « Elle sera différente », murmura Sophie à Mathilde, qui préparait des serviettes chaudes et des tisanes médicinales. « Son don unira tous les nôtres. » La gouvernante, désormais une grand-mère pour toute la famille, sourit avec sagesse. « Chaque génération apporte quelque chose de nouveau, » répondit-elle en arrangeant les oreillers d'Élodie. « C'est ainsi que le don grandit et se transforme. » L'accouchement se déroula paisiblement, bercé par la musique douce qui continuait de s'échapper du piano. Quand la petite Aurore, non choisie pour son arrivée à l'aube, ouvrit les yeux pour la première fois, tous les présents sentirent une vague d'énergie douce parcourir le manoir. Les plantes du jardin d'hiver fleurirent hors saison, et les cristaux que Claire avait arrangés émirent une lueur douce. Michel, le père, observant sa nouvelle fille dans les bras d'Élodie, remarqua quelque chose d'extraordinaire. La marque en forme d'étoile d'aurore était différente.
Au lieu d'apparaître à un seul endroit, de petits points en forme d'étoile formaient une constellation délicate le long de son dos. « C'est comme si elle portait tous les dons », murmura Augustin, la voix empreinte d'émotion. « Musique, art, guérison, sensibilité. » Les mois suivants apportèrent des révélations surprenantes. Aurore grandissait en manifestant une sensibilité unique qui semblait combiner les dons de toute la famille. Quand elle pleurait, Michel jouait du piano et Claire arrangeait ses cristaux, créant une harmonie qui apaisait non seulement le bébé, mais aussi tous ceux qui l'entouraient. Quand elle souriait, les plantes du jardin semblaient pousser plus vigoureusement et les dessins de Sophie prenaient des couleurs plus vives. L'école, désormais reconnue internationalement, continuait d'évoluer. Des éducateurs et thérapeutes de divers pays visitèrent le manoir, cherchant à comprendre la méthodologie unique qui intégrait éducation, art et guérison émotionnelle. Chaque visiteur en repartait transformé, emportant non seulement un savoir technique, mais aussi une nouvelle compréhension du pouvoir de la sensibilité. Un après-midi marquant, alors que la famille était réunie dans le jardin pour célébrer le premier sourire d'Aurore, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La petite, allongée dans son berceau sous la lumière douce du crépuscule, leva ses petites mains vers le ciel. Au même instant, tous les dons de la famille semblèrent de s'éveiller simultanément. Michel commença à jouer une nouvelle mélodie au piano portable, Claire perçut des motifs de lumière jamais vus auparavant, et Sophie se mit à dessiner avec une intensité renouvelée. « C'est comme si elle était un catalyseur », expliqua Élodie aux chercheurs qui documentaient le développement de l'enfant. Aurore ne possède pas seulement son propre don, elle a la capacité d'amplifier et d'harmoniser les dons des autres. Mathilde, en consultant les anciens journaux de la famille, trouva des références à une ancienne prophétie. Viendra un temps où toutes les étoiles s'aligneront en une seule constellation et les dons, autrefois séparés, couleront comme un fleuve de lumière. Le temps passa et le manoir des de Montclair prospéra comme jamais. L'école n'était plus seulement une institution éducative, mais un centre de transformation qui irradiait bien au-delà de ses murs. Des familles du monde entier recherchaient cet espace où la sensibilité était cultivée comme un don précieux et non comme une faiblesse à surmonter. Aurore, maintenant âgée de 3 ans, grandissait comme une synthèse vivante de tous les dons familiaux. Sa présence avait un effet extraordinaire sur son entourage. Quand elle jouait avec les jumeaux, leur jeu se transformait en séances spontanées de guérison. Claire organisait des espaces harmonieux avec une précision encore plus grande, tandis que Michel créait des mélodies qui semblaient toucher l'essence même des émotions. Sophie, observant l'évolution de sa nièce, produisit une série d'œuvres capturant cette nouvelle phase familiale. Ses dessins, désormais exposés dans des galeries à travers le monde, montraient non seulement des personnes et des lieux, mais aussi les réseaux complexes d'énergie et d'émotions reliant tous les êtres. L'art n'est pas seulement expression, expliquait-elle lors de ses conférences de plus en plus courues. C'est un langage universel qui nous permet de voir au-delà des apparences, de toucher l'intouchable, d'exprimer l'inexprimable. Élodie, conciliant son rôle de directrice d'école et de mère, développa un programme innovant adapté par des institutions dans divers pays. Ce que nous avons découvert ici, partageait-elle lors de conférences internationales, c'est que chaque personne porte une lumière unique. Notre rôle n'est pas de standardiser ces lumières, mais de créer des espaces où elles peuvent briller pleinement. Michel Père et Augustin, travaillant en harmonie, étendirent la Fondation Étoile de l'Aube pour inclure des centres de recherche et de formation dans plusieurs villes. Le modèle qu'ils avaient développé alliait le meilleur d'une gestion, efficace à une profonde compréhension de la sensibilité humaine. Mathilde, bien que très âgée, restait le cœur du manoir. Ses histoires, désormais consignées dans des livres et des documentaires, inspirèrent des personnes à travers le monde à reconnaître et à valoriser leur propre sensibilité. Lors d'une soirée spéciale, célébrant le 10e anniversaire de l'arrivée d'Élodie au manoir, la famille se réunit dans le jardin. Aurore, jouant avec les cristaux de Claire, créa un motif qui reflétait exactement la configuration des étoiles dans le ciel. Michel, au piano, commença à jouer une mélodie qui semblait traduire en musique la danse des constellations. Sophie, capturant l'instant dans son carnet de croquis, créa une image qui résumait tout le parcours de la famille. Le manoir au centre, non plus comme une structure physique,
mais comme un phare de lumière connecté à d'innombrables points brillants, dispersés à travers le monde, d'autres centres où le même travail de transformation s'épanouissait. « Regardez », dit Aurore, sa voix claire portant une sagesse au-delà de ses années, « les étoiles dansent. » Et c'était vrai, pas seulement dans le ciel, mais en chaque personne présente. La marque de l'étoile, autrefois symbole d'isolement et de secret, brillait désormais comme un rappel du pouvoir transformateur de la sensibilité, de l'amour et de la compréhension. Le manoir des de Montclair, autrefois théâtre de douleur et de séparation, était devenu un phare d'espoir et de guérison. Ses portes, désormais toujours ouvertes, invitaient chacun à découvrir sa propre lumière intérieure, sa propre musique, son propre art. Et ainsi, sous le ciel étoilé, tandis qu'Aurore riait et jouait, que les jumeaux créaient leur magie, unique, que Sophie dessinait et qu'Élodie observait les yeux embués, l'ancienne prophétie s'accomplissait. Toutes les étoiles s'étaient alignées.